La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour à toutes et tous, parlons vrai, parlons femmes. Ici on parle librement, on partage et on avance ensemble, femmes et hommes. Aujourd'hui nous souhaitons la bienvenue à la neurologue et écrivaine Sophie Talmen, une des figures du roman populaire français, qui nous vient avec son tout dernier livre, La tendresse des autres. C'est sorti chez Albin Michel, où une histoire de tendresse, justement une histoire de nous, de résilience et de tous les petits détails que nous vivons toutes et tous au quotidien. Sophie, tout cela est porté par la justesse de votre regard médical et la finesse de votre regard humain. Bienvenue dans Parlons Femmes. Bonjour. Bonjour. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors on parle vrai, on parle femme avec vous, Sophie Talmen. Quel mot ou quelle image vous vient spontanément quand on vous parle de féminisme ? Je pense que le féminisme, ça va au-delà d'une guerre des sexes, d'un combat pour être l'égal de l'homme. Pour moi, le féminisme, c'est vraiment cette volonté de s'épanouir, d'être en paix avec nous-mêmes, sans avoir peur du regard de l'autre, du regard de l'homme, se sentir libre, quoi. Voilà. Et de réaliser ses rêves. Et de ne pas être en guerre avec l'autre sexe, hein, c'est exactement. important. Ouais, je pense que c'est devenu un peu un gros mot à l'heure actuelle, d'être féministe, parce que je pense qu'on entre en guerre. Et non, j'aime pas ça. Bah, c'est bien d'en Parlons femmes, j'ai envie de dire. Alors, si vous pouviez supprimer un seul stéréotype sur les femmes comme ça d'un claquement de doigts, ça serait lequel ? Ménagère. Ok. Pourquoi donc j'aime pas le ménage. Ok. Ça, c'est un cri du cœur, Sophie Talmen. Ouais. C'est votre mari qui fait le ménage chez vous ? Oui. Ah, d'accord. Bon, bah voilà, au moins, comme quoi les tâches sont partagées. On peut tout faire équitablement. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres stéréotypes qui vous choquent ? Femme à la maison, c'est surtout ce stéréotype-là. Et vous auriez envie que ça change en quoi ? Mais c'est en train de changer. Moi, c'est en train de changer. À l'heure actuelle, je vois en médecine, 80% des femmes qui réussissent sont des femmes, celles qui réussissent la première année de médecine, il me semble. On est là, quoi. On est là. Bah, c'est une bonne nouvelle dans la médecine, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres métiers qui souffrent justement de ce sentiment d'imposture que peuvent avoir certaines femmes, par exemple les métiers de l'ingénierie ou des choses comme ça. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas chez les médecins, du coup. Non. Bon. Non. C'est une bonne chose. Mais c'est vrai que ça, c'est une idée reçue. L'ingénieur est un homme, il s'intéresse à la mécanique. Oui, il y a certains métiers comme ça. Ouais. Alors, s'il y avait une mesure concrète à faire évoluer ou à changer autour du droit des femmes, selon vous, qu'est-ce que ça serait ? Une mesure je sais pas, je trouve que c'est vraiment en train de changer. On va vers le bon, le positif. Chaque génération gagne. Je pense à nos grands-mères qui ont obtenu le droit de vote, d'avoir un compte en banque, nos mères qui ont connu mai 68, qui ont pu accéder aux grandes études, ce qui se faisait beaucoup moins avant. Nous, il y a l'ère du MeToo, on parle, on se laisse moins faire. Qu'est-ce que vous souhaitez pour nos filles, alors ? C'est ça, qu'elles osent, qu'elles osent. Et puis on est aussi dans une ère où on communique beaucoup avec les réseaux sociaux, on est dans l'hyper-communication, donc je pense qu'une femme ne se sent plus seule comme avant. Quand on a un problème, on a vite une réponse quelque part ou un numéro à contacter, quelque chose. Donc non, ça avance. Et qu'est-ce qui fait que cette donne a vraiment changé selon vous ? Est-ce que c'est cette libération de la parole et est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux aussi ? Oui, je pense qu'il y a les réseaux sociaux, il y a une part de positif. Ouais, cette communication, le fait aussi que la mentalité des hommes change aussi. Il paraît qu'ils savent plus très bien comment se positionner. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois déjà. Oh, ça c'est ceux qui se plaignent. C'est ceux qui auraient préféré rester dans le vieux monde. Ouais, les hommes acceptent que des fois leurs femmes travaillent plus qu'eux, gagnent plus qu'eux, de plus en plus. Il y a partage plus. Donc vous, dans votre vision, globalement, on va vers le mieux en ce moment, quoi. Ouais. Je suis plutôt une positive, moi, donc faut... C'est bien, ça change. Qu'est-ce qui vous agace dans le féminisme tel qu'il est porté aujourd'hui ? C'est quelque chose. Ce que je disais, c'est ce combat, cette guerre, cette agressivité m'agace. De toute façon, l'agressivité en tant que telle, elle m'agace beaucoup. Oui. J'aimerais bien un peu plus de douceur. Maintenant, des fois, faut taper du poing sur la table. Oui, parce que d'aucuns vous diraient, ou d'aucune vous dirait que si on gueule pas, personne nous entend. Malheureusement. Dans certains milieux, Alors, il paraît que, par exemple, les grands patrons, ils parlent très doucement pour que tout le monde tende l'oreille. Ce qu'on nous apprend aussi, quand on est face à un patient, c'est pour faire passer un message, vaut mieux le faire passer avec douceur, lenteur, qu'agressivité ou que...
moi, même quand j'y c'est crois des messages beaucoup. très graves, en Oui, fait. Surtout, complètement. j'ai envie de dire. Surtout, ouais. Ouais. Donc, plus on... Moi, je vais plus entendre quelqu'un qui va me parler calmement, me regarder droit dans les yeux, prendre le temps de m'expliquer les choses, que quelqu'un qui va pas vous braquer, quoi. Voilà, en fait, hein, qui va c'est me ça. braquer. Ouais. Et donc, quelqu'un qui va pas vous braquer, ça va vous emmener à une réflexion peut-être plus poussée aussi. Complètement. Mm. Ouais. Alors, parlons femmes, parlons de vous. Sophie Thalmann, parlons vrai sur Sud Radio. Simone de Beauvoir nous disait on ne naît pas femme, on le devient. Elle nous disait ça dans Le Second Sexe. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous parle, cette phrase? Ah oui, Il y a eu un complètement. moment où vous êtes devenue femme? J'aime bien cette phrase. Je pense que c'est un parcours de femme où on se sent libre à un moment donné. Moi, très vite, j'ai voulu devenir médecin. Quand je suis devenue médecin, j'ai eu mon diplôme. Je me suis sentie libre, fière aussi d'avoir accompli ce processus-là, d'être indépendante financièrement. Mais le jour où vraiment je me suis sentie femme, c'est quand j'ai publié mon premier roman et que j'ai osé un peu dévier de cette voie toute tracée que je m'étais tracée. J'ai osé réaliser mon rêve et je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un équilibre entre cette carrière médicale et cette carrière littéraire et ça m'apporte beaucoup. Donc finalement, vous êtes devenue femme quand vous avez écouté votre désir. Ouais, écouter mon désir, oser. Voilà. Oser. De l'audace, toujours de l'audace. Audace. Ça, c'était Danton qui nous le disait. Allez, un petit pitch de votre livre La tendresse des autres, qui est sorti chez Albin Michel, Sophie Thalmann. C'est un combat maternel face à l'incompréhensible. Votre personnage principal, Lucie, elle voit son petit garçon après un accident, Thibaut, perdre sa jambe, décider qu'il ne marchera plus. Elle met sa vie entre parenthèses, elle l'accompagne dans ce silence, dans cette fermeture au monde, justement. C'est un chemin difficile qui va bousculer son couple, sa confiance en elle, l'équilibre de toute sa famille. Et puis, il y a un invité inattendu sur ce chemin, on n'en dira pas plus, qui entre dans leur quotidien. Alors, déjà, c'est un très joli livre et comme à votre habitude, effectivement, la tendresse, elle transpire par tous les pores de vos mots, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. Vous aviez envie de nous raconter, comme vous le faites souvent, des choses difficiles, mais avec un angle d'ouverture, de positivité et de lien. Tout à fait. J'avais voulu vraiment un portrait d'enfant, de résilience chez l'enfant et de tous les bouleversements qu'un drame peut engendrer dans une famille, au sein d'un couple. Et j'ai voulu aussi un portrait de femme qui parle, je pense, à toutes les femmes, à toutes les mères de famille. Quand quelque chose arrive à nos proches, à un membre de notre famille, et à notre enfant. Et à notre enfant, on a une forme de culpabilité, on a l'impression que c'est de notre faute. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Et voilà, le portrait de Lucie, je pense, parlera à beaucoup de femmes. Faut se déculpabiliser, c'est ça que vous nous dites aussi, Sophie Thalmann? Oui, il faut se déculpabiliser. Parce qu'on se sent responsable de ces petits êtres, effectivement. Complètement, il faut savoir se faire aider, s'entourer, ne pas s'enfermer. Alors, je vais partager avec les auditrices et les auditeurs la dédicace que vous m'avez fait dans le livre, parce que c'est une question que j'ai envie de vous poser. Alors, votre dédicace, c'est « Et si la tendresse était le meilleur des remèdes ?» Je vous repose la question, Sophie Thalmann. Moi, je crois beaucoup à ça, à cette douceur, la tendresse d'une mère qui répare, la tendresse d'un soignant aussi. Cette douceur-là, on en a besoin. Vous êtes tendre avec vos patients, vous? Oui. Et autour de vous, c'est ce que vous voyez aussi dans le milieu médical dans lequel vous évoluez? Pas toujours, on n'est pas dans un monde de... c'est dans un monde un peu dur, justement. Ouais. Mais j'y crois beaucoup. Et c'est cette véracité peut-être de nos états de santé ou de ce qu'est l'être humain qui permet cette dureté, ce détachement aussi, puisque finalement c'est de la mécanique pour un médecin un peu, non? Ah non. Non, mais je pousse loin. Non, c'est pas de la mécanique. Il y a vraiment des êtres humains derrière ces blouses blanches. Et dans tous ces romans là que j'ai écrits, j'essaye de dépeindre ça. Je dépeins pas forcément que des soignants tout beaux, tout gentils, etc. Mais on a de l'empathie. Il faut savoir la gérer. Ça, on l'apprend au fil des années. Pas toujours facile. Est-ce que c'est pas mieux de pas en avoir parfois? Ah non. Alors là, il faut surtout en avoir quand on est soignant. Il faut savoir la gérer. Parce que l'empathie va nous permettre de mieux comprendre la personne qui est en face de nous. Vraiment, ce qu'elle ressent. Moi, d'écrire mes romans, je pense que ça m'aide aussi à comprendre ce que peuvent ressentir mes patients résilients, à qui il arrive à des parcours de vie très cabossés, des drames. Je rappelle que vous êtes neurologue. De mettre dans la peau de mes personnages, j'ai l'impression de mieux comprendre mes patients. Et c'est vrai que autant quand un lecteur referme mon livre, je veux pas qu'il soit plombé, même si je lui ai raconté des fois des choses un peu tristes. Et quand un patient sort de mon cabinet, je veux pas qu'il soit plombé non plus. Donc pareil, j'essaye aussi d'apporter de l'espoir. Ouais. Et si vous aviez une définition du coup à donner à la tendresse, Sophie Thalmann?
La tendresse, c'est cette capacité d'aborder l'autre avec douceur, empathie, de savoir prendre le temps, de ne pas avoir peur du contact de l'autre, de ce rapport au corps aussi, parce que cette mère, Lucie, face à son petit bonhomme meurtri, cabossé, abîmé, au début, elle a peur de l'approcher, et lui, il le ressent aussi. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans votre vision, c'est que dans votre écriture, c'est qu'il y a les mots du petit garçon en question et les mots de la maman. Ça, c'est presque à chaque chapitre. C'est deux voix, ouais. Voilà, c'est vraiment en deux avance, voix, ouais. Voilà, et qui racontent chacun une situation différente, mais d'un point de vue, enfin la même situation, mais d'un point de vue totalement différent. Le petit Thibaut commence avec une colère énorme. Il est en colère contre tout, le monde entier, les soignants, ses parents, même contre lui-même. Et il va avancer étape par étape et essayer de calmer cette colère-là. Et sa mère, au contraire, elle commence complètement perdue, ne sachant que faire. Elle met tout, elle se sacrifie. Elle se sacrifie. C'est d'ailleurs, je commence par un proverbe africain que j'aime bien. La mère, c'est celle qui prend le couteau par la lame. Elle n'a pas peur de prendre le couteau par la lame, de se faire du mal, de tout mettre entre parenthèses pour son petit bonhomme. Et petit à petit, ils vont avancer. Ouais. Et c'est la beauté de l'amour maternel, j'ai envie de dire aussi. Ah bah complètement. Voilà. Et petit à petit, on va voir que le papa aussi, il a son rôle à jouer aussi. Ah bah ça c'est important, évidemment. On les met pas de côté les hommes chez nous. Allez, vous restez avec nous. C'est Parlons Femmes sur Sud Radio, Parlons Vrai. On est avec Sophie Talmen et son roman La tendresse des autres. C'est sorti chez Albin Michel. Restez avec nous, à tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons Femmes sur Sud Radio, c'est l'émission qui réinvente le féminisme afin que les femmes et les hommes se rassemblent pour l'égalité des droits. Vous écoutez aujourd'hui la neurologue et écrivaine Sophie Talmen et son tout dernier roman La tendresse des autres. C'est sorti chez Albin Michel. Alors, dans ce livre, Sophie Talmen, vous nous racontez aussi ces difficultés qu'on traverse tous dans un chemin de vie. Alors, plus ou moins et certainement d'une autre manière parfois, ou toujours souvent, mais on les traverse quand même tous l'un ou l'autre. La fatigue, la peur, le doute, la solitude aussi dans l'épreuve. À travers l'histoire de Lucie, c'est aussi notre propre vulnérabilité que vous avez envie de raconter. Ah oui, complètement, parce que là c'est un drame vraiment fort. On a tous des petits drames de vie qui chamboulent un peu notre couple, et je pense que ça parlera aussi aux lecteurs par rapport à ça. Et là, tout vient du fait qu'au moment du drame, personne ne se parle. Chacun souffre de son côté sans se parler. Et il y a des non-dits, des incompréhensions. Et petit à petit, ils vont comprendre ça, qu'ils ont besoin de se parler pour aller mieux. Besoin d'aller vers l'autre. Alors, on se demande forcément si c'est un de vos patients, ce petit Thibaut, ou c'est plusieurs de vos patients en même temps. Non, c'est vraiment pas un de mes patients, parce que moi, je ne soigne pas les enfants. Mais je suis pas allée chercher loin. C'est ça qui est bien d'être soignante. Quand on veut aborder certains aspects médicaux, on prend le téléphone et on appelle la copine qui fait ça. Moi, ma maman est kiné pour les enfants malades et a fait 40 ans d'expérience. Et effectivement, dans un centre de rééducation pour enfants. Donc, j'ai pu vraiment m'inspirer de son expérience. J'ai rencontré une amie médecin aussi dans un centre de rééducation. Donc, j'ai vraiment puisé des détails. Moi, ce que je veux quand un lecteur lit un de mes livres, c'est qu'il n'y a aucune erreur médicale. Ça, c'est hyper important pour moi, que tout sonne vrai. Et elles m'ont dit d'ailleurs, ces soignantes-là, que il y avait beaucoup de familles, de couples qui se séparaient après ce genre de drame. Ça chamboulait tellement la famille que ça finissait par une séparation. C'est très fréquent. On imagine que c'est très difficile de surmonter ça, effectivement. La mère, elle est partie prenante dans votre vie aussi, du coup, Sophie Talmen, parce que votre mère est soignante, vous l'êtes, donc c'est un chemin de femme quand même chez vous. Mon père est soignant aussi, médecin généraliste. C'est familial. Mon frère est médecin aussi, c'est familial. Et mon grand-père, pour la petite histoire, était directeur d'un centre pour enfants malades. C'est ça, on a envie de remonter aux sources, du coup ça remonte encore plus haut après. Il était instituteur, mais il a fait une formation pour être directeur de centre et il s'est retrouvé directeur d'un sanatorium. D'accord. Donc mon grand-père a grandi dans ce centre au milieu des enfants tuberculeux
Et ma grand-mère était institutrice auprès des enfants malades dans ce centre. Et effectivement, toutes les générations suivantes sont devenues soignants. C'est marrant, hein? C'est beau. Comme quoi la transmission transgénérationnelle, elle marche. Alors évidemment, votre expertise médicale, elle influence la manière dont vous abordez ces personnages et leurs émotions, puisque vous en inspirez. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous allez chercher dans votre expertise, justement, mis à part effectivement l'exactitude de creuser la psychologie de mes personnages. Ça, c'est toujours très important. D'essayer de me mettre dans leur peau, de ne pas avoir de clichés, surtout, d'éviter tout cliché. D'avoir quelque chose aussi de très réaliste par rapport à notre monde, notre société, de très contemporain. Et alors la résilience, c'est un mot qui revient beaucoup dans tous vos romans. C'est un terme qui a été inventé par Boris Cyrulnik, que vous citez également. Est-ce que selon vous, la résilience, c'est quelque chose qui est inné ou c'est une qualité qui se cultive au fil du temps ou par rapport à un événement? Effectivement, c'est pas forcément inné, c'est vraiment un parcours de vie difficile qui nous amène à nous surpasser, à développer des compétences qu'on n'aurait pas forcément pensé avoir. D'accord. Et donc, vous pensez que n'importe qui peut être résilient? Complètement. Ah oui, là, il ne faut pas faire des grandes études, c'est vraiment quelque chose... donc, si vous qui apparaît dans un parcours de vie, vraiment, et qui est donné possible pour tout le monde. Et donc, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui vit une épreuve difficile, par exemple, comme celle de votre Moi, le meilleur conseil, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, de ne pas rester seul face aux problèmes, de savoir s'entourer, à la fois de personnes compétentes, de soignants, avec qui le contact passe bien, où on a confiance, mais également des proches bienveillants qui peuvent nous aider, qui sont de bons conseils et des personnes clés, quoi. Pas forcément énormément, justement, il en suffit de quelques-uns, mais c'est surtout savoir s'entourer. On a besoin du contact de l'autre pour aller mieux. Alors vous aimez bien souvent aussi, c'est les thèmes qu'on retrouve dans vos livres, c'est la lutte, la résilience, la douleur, la guérison aussi. C'est des thèmes finalement qui vous ont toujours motivé, presque, j'ai envie de dire, en fait. Et puis c'est des thèmes que j'aborde au quotidien avec mes patients, qui ont tous, effectivement, et qui sont résilients tous. Que je m'intéresse beaucoup à ces thématiques-là, propres à nos relations aussi humaines. Comment on avance. Ça vous vient d'où, si vous deviez définir ça dans votre enfance ou dans votre adolescence? S'il y a une période en particulier qui vous a ouvert les yeux sur votre vocation? Moi j'ai baigné dans la médecine. Moi, mon papa est médecin généraliste, un peu de campagne. Le cabinet était au sein de la maison, au rez-de-chaussée. Donc, c'est la sonnette tout le temps. On devait faire attention à ne pas faire trop de bruit parce que les patients dans la salle d'attente nous entendaient. Des fois, il ouvrait la porte. Donc c'était pas. Oui. C'est pareil. Non, c'est sûr que moi, j'ai hésité entre ces deux carrières littéraires, médicales au lycée. Et je me suis lancée dans la carrière médicale parce que j'avais peur de manquer de contact, en fait, en faisant une carrière littéraire. Oui, parce que c'est très solitaire, l'écrivain. Oui. À part quand il sort le livre, quoi. Et je regrette pas, et je continuerai à être soignante, même si j'écris toujours et que j'ai des lecteurs, c'est que le matin, je me réveille, je sais qu'on m'attend, quoi. Alors, on dit souvent que l'art joue un rôle clé dans les processus de guérison. Il y a de l'art-thérapie, il y a plein de choses. Ça se développe, Voilà, dans la guérison émotionnelle, physique, etc., dans l'après. Vous, j'ai presque envie de dire, c'est la question qu'on a envie de vous poser, est-ce que vous vous soignez, vous aussi, en écrivant? Est-ce que oui, un processus c'est une bonne question. Chez vous? En tout cas, c'est ma soupape de décompression. C'est même devenu un peu une drogue. Le soir, j'ai besoin de retrouver mes personnages, ma famille de papier, comme j'aime à l'appeler, pour me détendre, m'extraire de ma vie, finalement, c'est ça. Je retrouve cet univers-là parallèle. Ça me fait beaucoup de bien. Et alors, le parcours d'une vie, de votre vie ou d'une vie de femme, avec ses défis, ça nourrit souvent une perspective particulière sur les relations humaines et la guérison. Est-ce que le fait d'être une femme, pour vous, vous offre un regard différent, justement? Sans doute une certaine sensibilité, bien que je croise des hommes soignants. Tout aussi sensibles. Ouais, tout aussi sensibles. Je pense à mon homme, qui est aussi médecin. Il est tout aussi sensible que vous. Et oui. Oui. Et alors, c'est un de vos premiers lecteurs? Oui, c'est un de mes premiers lecteurs. Si ce n'est le premier, j'ai envie de dire. Et il est rigolo parce que dès qu'il en lit un, il me dit « Je pense que c'est ton meilleur ». C'est votre premier fan, en fait, surtout. Ouais. Bon, alors vous avez choisi ces domaines-là, de l'hôpital à la littérature. C'est du don de soi, tout ça, j'ai envie de dire. Complètement. Voilà, vous offrez en pâture à vos patients, à vos lecteurs. Ouais, un peu. C'est une vraie volonté chez vous, ça?
Consciente? Non. Non, ben voilà, on est là pour ça. Vous êtes aussi maman. Ouais. La gestion, gérer tout ça, votre propre énergie, en fait, tant professionnelle qu'émotionnelle, c'est un défi de tous les jours, non? Oui, surtout quand un livre sort, où j'ai plein de choses à faire à côté. Je cloisonne. Ouais. Comment ils le prennent, vos enfants? Très bien, bien, mais il ne faut pas que ça empiète trop sur la vie de famille. Donc voilà, c'est à moi de bien gérer les choses. Mon petit avait 2 ans quand j'ai écrit mon premier roman, donc il a grandi avec ça. Ils sont très très fiers et je pense que je leur donne aussi l'exemple d'une femme qui réalise ses rêves. Et ça, je leur dis souvent, faut croire aussi en vous, faut être ambitieux et faut y croire. Et ça, je pense que c'est un bon exemple aussi. Mais il ne faut pas que ça empiète trop sur la vie. Il faut que je sois là, il faut que je sois présente. Ouais. Alors, bon, j'ai presque la réponse, mais je vous pose quand même la question. Quelles forces féminines vous ont le plus influencé sur votre chemin, Sophie Thalmann? Les forces féminines? Ouais, les femmes, quoi. Oh, l'intelligence, les femmes libres, indépendantes, les grandes penseuses. Bon, il y a votre mère. Et ma mère, oui. Et après, il y a dans les grands ma grand-mère, auteurs. institutrice, là, qui était aussi à forte personnalité. Et puis, Simone de Beauvoir, Simone Veil, les Simone. On aime bien les Simone. J'aime bien les Simone. Elles sont bienvenues ici aussi. Si vous aviez un souhait, Sophie Thalmann, un petit génie comme ça qui apparaît devant vous et qui vous dit « j'exauce », qu'est-ce que ça serait votre souhait? Alors ça peut être ce que vous voulez. Ça c'est pour mes enfants, ma fille qui passe qui fait sa première année de médecine. Je voudrais qu'elle réussisse. Votre fille aussi? Oui. Bah dis donc. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle veut faire comme spécialité? Elle ne sait pas encore, peut-être gynécologue. Okay. Mais oui, c'est que mes enfants s'épanouissent, soient heureux. Les souhaits sévères, mes enfants, souvent. Et le fait qu'elle ait choisi ce chemin, est-ce que c'est aussi évidemment pour vous suivre vous, ou c'est juste parce que c'est aussi la tradition familiale, ou que c'est une vraie vocation chez elle? Eh bien, je me pose la question, mais je pense que c'est comme mes choix à moi. Je pense qu'elle a vraiment... On a transmis quelque chose, je la vois bien soignante, elle est très empathique. C'est quoi le premier conseil que vous lui donnez? Parce que comme ça, les jeunes auditrices qui nous écoutent... Oui, le conseil... c'est de croire en elle, surtout de croire, de garder cette confiance, de bosser. Ça, elle a bien compris. De pas trop stresser. Ce n'est pas grave si elle n'y arrive pas en 1 an. Voilà, c'est de pas se mettre trop la pression non plus. Voilà. Ça sera quoi votre mot de la fin, Sophie Thalmann? La tendresse. Soyons tendres avec l'autre. Ouais. Vous pensez que c'est un mot ou une émotion ou une action qui pourrait changer le monde si on vous écoutait? Oui, mais malheureusement, tout le monde n'est pas très tendre. Ça serait bien. On est dans un monde dur en ce moment. On est dans un monde dur, ouais. Et est-ce que vous pensez que si c'était des femmes à la place des grands dirigeants, ça serait plus tendre? Oui. Ouais. D'ailleurs, plus de femmes au gouvernement, est-ce que vous l'avez lu, l'essai Le coût de la virilité? Ah, non, voilà. Et sorti au livre de poche, D'accord. oui, justement, sur toutes ces statistiques. Le coût de la virilité, le nombre d'hommes impliqués, c'est ça, impliqués dans les procès, dans les viols, dans les accidents de la route, et ça énumère tout ça. Ça fait peur. Bon, du coup, on leur tend la main à ceux qui sont calmes et tendres. Et tout à fait. Voilà. Merci Sophie Thalmann. Merci à vous. Allez, je rappelle le tout dernier roman de Sophie Thalmann que je vous recommande, La tendresse des autres. C'est sorti chez Albin Michel. Merci d'avoir écouté, suivi Parlons Femmes. Comme d'habitude, nous on a rendez-vous demain à 19h pour un nouveau C'est Excellent. Et puis dès la semaine prochaine, 13h30 pour Parlons Femmes. Merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui. Bisous, bisous. Bye.